Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bien, bonjour, nous allons maintenant parler de ce qui s'appelle les urgences préhospitalières. C'est la médecine préhospitalière, c'est donc la prise en charge des malades, des victimes, avant d'arriver à l'hôpital. Et nous allons essayer de faire un peu d'histoire sur cette médecine préhospitalière. Et en fait, on peut retrouver quelqu'un que vous connaissez bien maintenant, Hippocrate, qui déjà 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ avait écrit qu'il faut profiter de l'occasion de porter secours avant qu'elle n'échappe et on sauvera le malade pour avoir su en profiter. Il a écrit également, on peut lire ensemble, il faut parfois agir vite comme lors de défaillances où ne peuvent pas couler l'urine ni sortir les matières fécales ou encore en cas de suffocation quand les femmes font des fausses couches. Les moments favorables pour intervenir passent promptement et la mort survient si on a trop différé. Il existe ainsi des occasions opportunes dans toutes les maladies. Donc vous voyez qu'il y a bien longtemps, quelques siècles avant notre ère, Hippocrate avait déjà une petite intuition sur l'importance d'agir vite en cas d'urgence. Et puis Galien, que vous connaissez également, 2 siècles après Jésus-Christ, qui avait écrit dans ses nombreux ouvrages que les médecins aient toujours sous la main leurs appareils et leurs trousses pour les soins à donner d'urgence. Alors ce qui est intéressant, c'est que les historiens nous disent que Galien entretenait une correspondance suivie avec certains de ses confrères, avec certains patients. Donc il s'agissait de courriers qui mettaient, vous l'imaginez, beaucoup de temps pour aller dans un sens et revenir, mais où il formulait à distance des diagnostics, qu'il faisait des propositions de diagnostics et prescrivait certains traitements par correspondance. Là aussi, on peut dire, en s'amusant bien entendu, que Galien était peut-être l'un des premiers médecins, ce que l'on appellerait un médecin régulateur du SAMU aujourd'hui, le premier médecin à donner des conseils par correspondance, à distance. Au temps des Romains, on trouve une idée que l'on va voir pendant plusieurs diapositives de ce cours, le fait que la médecine d'urgence s'est beaucoup développée malheureusement autour de la guerre, autour des champs de bataille, autour des armées. Et on verra que ça a duré jusque largement la fin du Moyen-Âge, même le Premier Empire, la Révolution et le Premier Empire de Napoléon. Donc toute cette discipline médicale et chirurgicale préhospitalière est très contemporaine, malheureusement, de l'affrontement entre les hommes. Et donc au temps des Romains, on sait que les Romains ont par exemple créé les premiers hôpitaux militaires de campagne. Ce sont des hôpitaux qui étaient destinés à soigner les soldats blessés. Ça s'appelait des valetudinaria. Alors je vais vous avouer que j'ai découvert à cette occasion-là que valétudinaire est un adjectif de la langue française qu'on trouve dans le dictionnaire. Ça veut dire un peu malade, un peu fatigué. Et c'est vrai que si demain vous dites « je me sens un peu valétudinaire », vous aurez sûrement beaucoup de succès autour de vous. Le temps des Romains, c'est également les cavaliers ambulanciers. On cite toujours l'empereur Mauricius à la fin du VIe siècle. Donc là, on est vraiment dans les derniers jours de l'Empire romain, qui avait créé des cavaliers ambulanciers qui avaient pour objectif, pour mission, de ramasser les blessés, les moribonds. Avec un petit étonnant, ces cavaliers ambulanciers étaient intéressés. Ils avaient une prime d'intéressement au nombre de blessés qu'ils ramenaient. Mais en fait, il y avait peu de véritables moyens d'assistance aux blessés à cette époque, à l'époque de l'Antiquité, puis, comme on vient de le voir, à l'époque des Romains, donc à l'Empire romain jusqu'à la fin du 5e, 6e siècle. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait si peu d'attention à l'assistance médicale ou chirurgicale ? Il y avait plusieurs raisons, il y en a au moins 2 que l'on peut mettre en évidence. D'abord, alors c'est factuel, il faut le dire, même si ça paraît un peu étonnant de le dire, les combats de l'époque étaient surtout des combats corps à corps et les pertes étaient rarement massives. Donc en termes d'économie de personnel, pour parler un peu moderne, les chefs d'armée avaient peu de problèmes de pertes très importantes. Et puis, culturellement, et c'est bien plus intéressant, il y avait une opposition, un contraste saisissant dans l'esprit des soldats de l'époque entre le courage du guerrier. Le guerrier était par essence un futur héros qui allait mourir pour sa patrie ou pour son empereur ou pour son roi. Une opposition donc entre ce courage affiché du guerrier, pour des raisons religieuses, culturelles, et
une préoccupation qui serait apparue comme totalement exagérée de son bien-être ou de sa santé. Donc il y avait une opposition culturelle réellement profonde entre une éthique guerrière, si tant est qu'on puisse parler d'éthique, mais en tout cas une culture guerrière et une culture sanitaire, une éthique sanitaire. Il n'y avait pas de victimes véritablement, il y avait plutôt que des héros. Et un général romain de l'époque avait écrit que les exercices quotidiens sont plus utiles à la santé du soldat que les soins du médecin. Donc on voit qu'il y avait un ancrage culturel profond expliquant cette inattention, ce désintérêt pour la prise en charge préhospitalière des victimes. Le Moyen-Âge, on l'a vu ensemble quand on a parlé de l'histoire de la médecine, c'est 10 siècles. C'est très long, du 5e au 15e siècle, de la fin de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et il ne se passe pas grand-chose. Tout à fait étonnant quand on reprend l'histoire de France de voir que pendant 1000 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et que la médecine était constamment, et en tout cas vous vous rappelez, dans la première partie du Moyen-Âge, sous l'influence complète de la religion. Le corps était sacralisé, toute autopsie était interdite, la chirurgie était formellement proscrite par l'Église. Vous vous rappelez, l'Église a horreur du sang, c'était un pape qui avait décrété que l'Église avait horreur du sang. Donc les initiatives étaient strictement ponctuelles, n'était en tout cas jamais le fait de médecins au sens médecin de l'époque comme nous l'avons vu ensemble, mais plutôt les actions ou les initiatives de quelques barbiers, de quelques rebouteux, de quelques chirurgiens dits de seconde zone à l'époque. Donc aucun progrès véritablement significatif et 10 siècles se passent sans aucun progrès dans la prise en charge préhospitalière des victimes. Pour arriver au XVIe siècle, donc la Renaissance. On a vu ensemble que la Renaissance avait été le siècle d'un certain nombre de progrès dans la pensée médicale, mais en ce qui concerne la prise en charge préhospitalière, on est toujours malheureusement dans l'affrontement des armées, dans le combat, dans la logique guerrière. On n'est toujours pas, vous le remarquez, et j'insiste là-dessus, sur la prise en charge de victimes civiles éventuelles. On est toujours centré sur la chose guerrière. Et la Renaissance, malheureusement, voit apparaître des armes beaucoup plus perfectionnées, et voit apparaître les armes à feu, les mousquets, les arquebuses, avec un accroissement considérable de leur puissance. Et deux conséquences qui vont changer un petit peu le cours des choses à l'époque. Les armes permettent maintenant de détruire à distance des groupes de soldats, ce que ne permettaient pas les armes précédentes, on l'a vu, et donc on peut imaginer maintenant des pertes massives de soldats. Et puis deuxième événement qui est intéressant, qui est vraiment culturel et qui marquait les esprits, les officiers qui étaient habituellement en retrait pendant la bataille, avec les armes à feu, peuvent être blessés maintenant, comme les soldats. Donc ça va probablement expliquer un certain nombre de changements dans la conduite des opérations. Et puis sur fond de guerre permanente, c'est le développement des épidémies, la variole, la peste et bientôt la syphilis sont présents dans ces armées en campagne. C'est ce qui incite les chefs de guerre, les rois, à préconiser de plus en plus la présence de médecins dans les armées. Et en fait, on parle maintenant, les historiens parlent de présence de médecins. Si vous vous rappelez ce que l'on a vu ensemble dans l'histoire de la médecine, ce sont beaucoup plus la présence de chirurgiens barbiers, de rebouteux, et non pas du médecin tel que le médecin existait au Moyen-Âge et à la Renaissance, médecin qui était beaucoup plus un théoricien qu'un praticien. Donc on va parler plutôt de chirurgiens, de rebouteux dans les armées. Mais gardons cette terminologie de présence de médecins dans les armées. Vous savez qu'il s'agit en vérité surtout de chirurgiens. Et nous croisons un homme absolument extraordinaire, Ambroise Paré, qui avait deux caractéristiques pour l'époque. Ambroise Paré, vous vous souvenez qu'on est en pleine guerre de la Réforme. C'est une période qui est assez trouble, le XVIe siècle. C'est la lutte entre les catholiques et les protestants. Ambroise Paré était protestant, était huguenot, et ne parlait pas le latin, était incapable ni de lire ni d'écrire le latin, ce qui faisait deux caractéristiques un peu particulières à l'époque. Et il a dû sa protection et sa renommée extraordinaire, ayant suivi, on l'a vu ensemble déjà, 4 rois successifs, par la protection des souverains. Il était protégé par les souverains et ça l'a permis de devenir chirurgien officiel, chirurgien du roi, ce qui était pour quelqu'un qui ne parlait pas le latin quelque chose d'extraordinaire. Et ça lui a permis de survivre et d'exercer dans les armées du roi alors qu'il était protestant huguenot. Et pour l'anecdote, il a survécu grâce à la protection de Charles IX à la célèbre malheureuse Saint-Barthélemy. Ambroise Paré a été protégé directement par Charles IX pour ne pas être tué comme de nombreux autres notables protestants.
Voilà ce qu'il a écrit, Ambroise Paré, dans un livre qui est le méthode, vous le lisez en bas de la diapositive, la méthode de traitement des plaies faite par Arquebuse et autres bastons à feu. Voilà ce qu'il préconisait, ce qui était assez moderne, d'utiliser des médications stupéfactives, alors à visée antalgique, il parlait là, il décrivait un certain nombre de produits qui permettaient de limiter la douleur et d'endormir un peu le blessé. Deuxième recommandation, d'ôter le superflu. Et là, il décrit comment on pouvait enlever les balles des armes à feu et les corps étrangers des plaies. Remettre à sa place ce qui est sorti. Et là, il décrivait ce qu'il savait faire, réduire les luxations, même désarticuler parfois le membre lorsque c'était nécessaire. Et enfin, séparer le continu. Alors, séparer le continu, dans son langage, ça veut dire ouvrir tout ce qui était abcès, pratiquer même des trépanations du cerveau, dans certains cas. Et joindre le séparé. Joindre le séparé, ça voulait dire, dans son esprit, c'est assez clair d'ailleurs, suturer une plaie, réduire une fracture. Ambroise Paré est celui qui abandonne l'huile bouillante et le feu. Imaginez-vous qu'à l'époque, pour traiter les plaies de guerre, on versait de l'huile bouillante sur la plaie. Donc vous imaginez un peu le pauvre blessé. Donc il arrête totalement cette pratique et remplace l'huile bouillante par un onguent, par des produits végétaux et des liquides de sa composition. Et il instaure, en fait, il inaugure la pratique de pansement efficace sur les plaies. Il remplace les cautères brûlants. Alors, à l'époque, il faut aussi bien imaginer que l'amputation était malheureusement la solution à beaucoup de fracas dus aux armes à feu. Donc, les amputations étaient quelque chose de régulier sur les champs de bataille. Et pour finir une amputation, on avait l'habitude d'utiliser les cautères brûlants, de traiter ça par le feu. Et bien, Ambroise Paré, sur le champ de bataille, donc dans une médecine que l'on appellerait maintenant une médecine de l'avant, c'est-à-dire comme on le ferait maintenant sur le lieu même de la blessure, il a inauguré la ligature des vaisseaux artériels lors des amputations. C'est lui le premier qui, à grande échelle, sur les champs de bataille, pratiquait des ligatures des vaisseaux artériels pour ne plus utiliser ce fer rouge brûlant sur les plaies d'amputation. C'est lui également qui met au point un certain nombre de prothèses, car c'était un homme dit très charitable, qui soignait aussi bien les ennemis que les amis, et qui proposait un certain nombre de prothèses qui venaient aider le soldat ou la personne amputée à vivre une vie à peu près autonome et relativement confortable. Il fait progresser, il codifie dans de nombreux ouvrages le traitement des plaies par arme à feu, et il introduit, comme je l'ai évoqué, la notion de soins de l'avant, c'est-à-dire d'équipe placée au contact même des soldats pour commencer les premiers soins. Et c'est lui qui introduit également la notion d'évacuation vers l'arrière, quelque chose qui nous est très familier maintenant, mais donc on soigne dès le plus tôt possible à l'avant, et après les premiers soins de l'avant, on évacue vers l'arrière. Vous voyez que ça date du XVIe siècle, et que c'est Ambroise Paré qui a été véritablement précurseur dans ce domaine. Alors je voulais montrer ces deux anecdotes connues d'Ambroise Paré. Bon, la première qui montre sa modestie, il était, paraît-il, un homme extrêmement modeste. Il était vraiment issu du peuple, et il a fini chirurgien du roi, ce qui était quelque chose d'extraordinaire à l'époque, mais très modeste, et il écrivait, il disait « Je le pensais et Dieu le guérit ». Donc ça a toujours été relaté comme un signe de sa grande modestie. Et puis ce dialogue avec Charles IX, donc l'un des 4 rois qu'il a fréquenté assidûment, le roi qui lui demande « J'espère que bien que tu vas mieux soigner les rois que les pauvres, mais non, sire, c'est impossible. Et pourquoi ? Parce que je soigne les pauvres comme des rois. » Donc voilà une anecdote d'Ambroise Paré qui nous est restée. Alors l'assistance sanitaire va se développer à la suite d'Ambroise Paré, à la suite du XVIe siècle. L'assistance sanitaire se développe petit à petit. Mais là, il ne faut pas être ni trop naïf ni trop candide, c'est pas tellement par éthique ou par charité, c'est beaucoup plus dans des époques extrêmement guerrières par souci d'économie de la ressource humaine. C'est beaucoup plus pour soutenir l'effort guerrier que l'assistance sanitaire préhospitalière va se développer. Ainsi, par exemple, Henri IV, à la fin du XVIe siècle, va en France inaugurer le premier hôpital de campagne, donc un hôpital près du champ de bataille pour les blessés. Il va également instaurer dans ses armées des trains hippomobiles, donc des trains de chariots tirés par des chevaux, qui permettaient d'amener sur les lieux au plus près des blessés des médicaments, des instruments, et qui permettaient, par charrette de 2 ou 4 blessés, d'évacuer les blessés vers l'arrière, pratique qu'avait inaugurée, on vient de le voir, Ambroise Paré.
Et puis enfin, c'est à cette époque-là, Louis XIV, en 1708, qui crée par un édit royal un véritable service de santé des armées. Donc voilà une phrase de Louis XIV, on peut la lire aussi ensemble rapidement. C'est un langage de l'époque qui est assez amusant. Louis XIV écrit « Les services importants que nos troupes nous rendent, nous engageant de veiller à leur conservation et soulagement, nous avons cru ne le pouvoir faire d'une manière plus avantageuse pour elles qu'en établissant pour toujours à la suite de nos armées dans les hôpitaux de nos places de guerre des médecins et chirurgiens généraux. » Donc vous voyez, on commence à créer de véritables institutions d'assistance aux victimes et aux blessés de guerre, mais on est toujours dans le registre de la guerre, de l'armée, du champ de bataille, et rien n'est fait. Nous sommes au XVIe, le XVIIe siècle, rien n'a encore été fait véritablement pour les populations civiles et pour l'assistance sanitaire aux populations civiles. Il faut attendre le début du XVIIe siècle, c'est le premier ouvrage dont les historiens se font l'écho, qui est probablement les tout débuts du secourisme, ou le premier véritable ouvrage destiné au grand public, et qui s'adresse véritablement aux civils. C'est un Écossais, Stephen Bradwell, qui a écrit cet ouvrage « Helps for Sudden Accidents », et c'est le premier livre où Bradwell essaye de catégoriser véritablement les accidents. C'est probablement les premiers essais de tri, ce qu'on appellerait maintenant le triage lors des accidents ou lors des victimes de catastrophes. Donc, essai de catégorisation des accidents en fonction de la gravité. Et c'est également pour le grand public, donc pour la pratique civile, le premier ouvrage qui décrit des techniques de prévention et de traitement pour un certain nombre d'urgences comme les envenimations, les empoisonnements, les chutes, les asphyxies, la noyade, les plaies et les brûlures. Donc c'est dans l'histoire de la médecine préhospitalière la première étape et les véritables débuts de la médecine préhospitalière ou du secourisme, en tout cas pour cette pratique civile, puisque nous avons vu que, en ce qui concerne la pratique militaire, beaucoup de choses avaient déjà été faites depuis l'Antiquité. Et ce qui a été réellement le déclic un peu pour les pouvoirs publics, ce sont la mortalité par noyade. La noyade était la première cause de mort accidentelle à l'époque. Et c'est réellement ce qui a déclenché certaines réactions, non seulement du corps médical, mais également des pouvoirs publics. Et il a été dit au XVIIIe siècle que la noyade devenait l'un des premiers domaines d'intervention des pouvoirs publics, et un certain nombre d'édits, de lois de l'époque incitaient les pouvoirs publics, donc les communes en particulier, et donc tous ceux qui étaient responsables, qui avaient un niveau de responsabilité dans l'organisation de la société, de venir d'établir des mesures de prévention et de secours aux noyés. Et donc là, un certain nombre d'éléments que vous pouvez lire, comme un édit royal en 1740, avis pour donner des secours aux noyés, l'apparition de très nombreuses sociétés de secours, probablement les toutes premières, on appellerait ça maintenant des associations de secourisme, en fait des sociétés philanthropiques qui donnaient des conseils, qui donnaient des décorations, qui proposaient de l'aide, de la formation, très centré à l'époque sur la noyade, qui était donc la première cause de mort accidentelle, on l'a vu. C'est à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, la mise en place tout le long de la Seine de ce qui s'appelait les boîtes de Pia. Alors Pia, c'était un pharmacien, un apothicaire, on disait à l'époque, qui avait conçu des boîtes qui contenaient un certain nombre d'instrumentations et de médicaments qui permettaient, avec les moyens de l'époque et les connaissances médicales de l'époque, de débuter la réanimation, le secourisme, d'un noyé, donc les boîtes de Pia. C'est également une instruction de Réaumur, instruction au peuple pour porter secours aux noyés, et puis deux ouvrages célèbres, le Domestic Medicine de Buchan, qui est un médecin britannique, qui fait une très large place à la prise en charge des noyés et aux premières mesures de réanimation. Et puis c'est Tissot, un médecin suisse, qui a fait un livre extrêmement diffusé dans toute l'Europe, Avis au peuple sur sa santé, alors qu'il ne traitait pas, bien entendu, que de la noyade. C'était un livre très très général, même d'un point de vue épidémiologique et de santé publique, donc un énorme bouquin, on dirait, mais dans lequel il y avait plusieurs chapitres sur des premières mesures de secourisme. Et c'est Tissot qui est resté célèbre par cette phrase, c'est dans le bateau même qui a repêché le noyé qu'il faut commencer les secours. Alors cette phrase peut vous paraître tout à fait évidente. À l'époque, ce n'était pas le cas du tout. À l'époque, les signes de mort, les signes de décès
n'étaient pas connus du tout comme ils le sont actuellement. Et lorsqu'un noyé était repêché de l'eau, il n'était pas rare d'attendre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de commencer les soins de réanimation, tellement les signes de décès étaient peu connus et tellement on attendait parfois le tout dernier moment où on était à la limite du début de la putréfaction pour se demander si la personne était réellement décédée ou pas. Donc cette phrase de Tissot qui nous paraît maintenant, nous, un peu routinière, qui nous paraît totalement évidente et triviale, était à l'époque une forme de petite révolution culturelle qui annonçait qu'il ne fallait pas attendre le dernier moment pour commencer. Alors je vous ai montré sur cette diapo, voilà, les techniques de réanimation du noyé de l'époque. Il faut avouer que c'était un peu quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit par exemple le cheval au trot pour secouer le noyé, pour espérer le faire respirer à nouveau. On voit le fouet au milieu pour redonner de la chaleur au corps humain. À droite, on voit le noyé rouler sur un tonneau, là aussi, dans l'espoir de le faire respirer à nouveau. On voit le noyé pendu par les pieds. Et puis les soufflets, alors pour nous, ça, on dirait que c'est un soufflet de barbecue, mais à l'époque, c'était le premier respirateur manuel qui permettait ou qui laissait espérer une reprise de la respiration. Sachant qu'à l'époque, les données anatomiques sur la partie haute du corps n'étaient pas très très connues. Donc les gens soufflaient dans la bouche, mais les notions de trachée, d'œsophage n'étaient pas encore parfaitement bien intégrées, en tout cas certainement pas par le grand public. Donc voilà ces techniques qui sont quand même pas très anciennes, hein, il y a pas si longtemps que ça, qui nous paraissent maintenant un petit peu complètement désuètes et peut-être même un peu barbares. Techniques décrites pour venir au secours des noyés. On arrive à la Révolution et avec des personnages exceptionnels, la Révolution et le Premier Empire, donc le consul Bonaparte puis Napoléon Ier. Et le premier personnage extraordinaire, c'est Dominique Jean Larrey. Alors Larrey, c'était un chirurgien qui a suivi toutes les campagnes, non seulement du consul Bonaparte, la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, mais également toutes les guerres napoléoniennes du Premier Empire. Et on considère que Larrey a été le père de la médecine de l'avance. C'est lui qui a le plus fait pour développer la médecine préhospitalière à l'avant, au plus près des blessés. Vous voyez que malheureusement, on est toujours dans cette logique guerrière et dans ces champs de bataille. Mais en tout cas, c'est là que la médecine préhospitalière a fait ses débuts. Dominique Jean Larrey a créé les ambulances volantes. Vous voyez au moins 2 images d'ambulances volantes. C'était des ambulances, des chariots extrêmement légers tirés par 2 chevaux, dont la mission était d'aller au plus près du front pour ramener le plus vite possible les victimes, les blessés, et de pouvoir le plus vite possible les évacuer vers l'arrière. C'était un peu nos ambulances de pompiers ou nos ambulances de SMUR de l'époque, les ambulances de Dominique Jean Larrey qui sont restées célèbres dans l'histoire, donc vraiment les précurseurs des soins de l'avant et de l'évacuation vers l'arrière par des moyens extrêmement rapides. C'est lui aussi qui a véritablement formalisé, vous vous souvenez qu'Ambroise Paré en avait parlé un peu, mais là Dominique Jean Larrey l'avait véritablement formalisé, le tri à l'avant. Quand il y a de très nombreuses victimes, c'est quelque chose qui est parfaitement connu actuellement en médecine d'urgence et en médecine de catastrophe. Lorsqu'il y a de très nombreuses victimes, on est conduit naturellement de façon extrêmement formalisée à faire du tri, à trier ceux qu'il faut soigner en premier par rapport à ceux qui peuvent attendre. Et Dominique Jean Larrey a beaucoup écrit sur le sujet, à formaliser, en écrivant par exemple qu'il faut toujours commencer par le plus dangereusement blessé, sans avoir égard au rang et aux distinctions. Larrey avait une réputation de rigueur, d'honnêteté, d'éthique, de moralité qui était absolument remarquable. Il a été réputé pendant tout ce siècle et au-delà, non seulement par les avancées de la médecine d'urgence auxquelles il a participé sur les champs de bataille, mais également par son honnêteté. Et je voulais citer l'anecdote qui est en bas de la diapo, que j'aime beaucoup, c'est Wellington, le célèbre Wellington à la bataille de Waterloo, où Napoléon Ier a perdu la bataille, comme vous le savez. Mais Wellington, donc ennemi théorique, ennemi de Larrey et de Napoléon, apercevant Larrey très au loin sur le champ de bataille, a enlevé son chapeau et devant ses soldats a dit « Je salue l'honneur qui passe ». Donc vous voyez que c'était un homme d'une très grande réputation et d'une très grande probité. C'est ensuite un contemporain de Larrey qui a marqué son époque. De nombreux hôpitaux en France portent son nom, comme d'ailleurs de nombreux hôpitaux portent le nom de Larrey. On est toujours dans la même époque, une époque contemporaine. Ils se sont sûrement croisés et connus, Larrey et Percy.
Percy a continué à développer également la médecine de l'Avent et les soins de premier secours par au moins deux éléments qui sont restés célèbres, le Wurst ou Wurst de Percy. Alors Wurst ou Wurst, c'est une saucisse dans la langue germanique, et si vous regardez le schéma en bas, ça ressemblait effectivement à une saucisse. C'était des très longs chariots dans lesquels on trouvait l'ensemble du matériel chirurgical et médical nécessaire aux soins de l'Avent, donc à la prise en charge des victimes et des blessés, et sur lequel étaient curieusement assis les chirurgiens, à califourchon sur le chariot. Il y avait 6 ou 8 chirurgiens avec leurs infirmiers qui étaient à califourchon sur le chariot et qui allaient donc au grand galop, tirés par plusieurs chevaux, par 6 à 8 chevaux, qui allaient au secours des victimes. Et Percy avait également obtenu des maréchaux et des généraux de l'époque la création d'un corps d'infirmiers spécialisés, les despotas, on voit ça en bas à droite, c'était des soldats infirmiers, c'était la première apparition d'un corps d'infirmiers soldats, les despotas. Percy avait proposé beaucoup de choses, un corps de chirurgiens des armées, une compagnie d'infirmiers, des équipages ambulanciers, mais malheureusement, j'allais dire déjà à l'époque, mais ne soyons pas trop pessimistes, mais déjà sans beaucoup de succès sur un fond d'inertie et d'indifférence complète de l'administration de son époque, malheureusement. Donc ça a été le Wurst de Percy, par exemple, et les despotas ont été un peu, c'est le cas de le dire, un coup d'épée dans l'eau, puisque malheureusement, ça n'a duré qu'une décennie ou à peine, et l'idée est tombée en désuétude, faute d'intérêt de l'administration pour ces soins de l'Avent. Le 19e siècle, on progresse, on l'a vu ensemble, c'est une révolution dans beaucoup de domaines, la médecine expérimentale avec Claude Bernard, c'est également l'époque de Pasteur, c'est l'apparition de nouveaux médicaments, de nouveaux instruments de mesure, l'homéostasie du milieu intérieur chère à Claude Bernard, donc nous avons vu tout ça ensemble pour arriver à réellement des premières grandes initiatives publiques. Et là, on va véritablement franchir une étape dans le développement de l'assistance sanitaire aux populations, et non plus sur les champs de bataille, mais à tout un chacun, aux citoyens lambda, dans sa vie de tous les jours. Et donc, avis et instructions à suivre en cas d'accident de la voie publique, par exemple. Donc c'est un premier des recommandations très claires de la mairie de Paris et des élus de la ville de Paris en 1870, là en pleine tourmente un peu, en 1870, c'était une époque un peu trouble. C'est le développement à l'occasion de l'épidémie de variole d'ambulances hippomobiles. Donc là on voit les premières ambulances civiles tirées par des chevaux qui parcourent les rues de Paris. Et là, très concrètement, à la recherche de malades atteints de la variole pour les amener à l'hôpital et commencer l'isolement et le traitement. Et puis un homme qui a marqué son époque, Henri Nachtel, qui, avec le soutien de Victor Hugo, à la suite d'un voyage qu'il avait fait à New York, où il avait vu un développement considérable des ambulances dans la ville de New York, a mis en œuvre la même idée à Paris. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, en 1887, venait d'apparaître le téléphone et le télégraphe. Donc Nachtel a probablement créé, et vous verrez que ça n'a pas duré malheureusement, a probablement créé le premier réseau de SAMU, de SMUR et de pompiers, puisque toutes ces ambulances tirées par des chevaux étaient dans Paris, reliées par télégraphe et par téléphone. Et il y avait une véritable fonction, on dirait aujourd'hui, de régulation, c'est-à-dire il y avait un central télégraphique et téléphonique, qui permettait, selon les différents secteurs de Paris, de dépêcher, d'envoyer telle et telle ambulance. Et dans l'ambulance tirée par les chevaux, il y avait un interne en médecine ou en chirurgie et un infirmier. C'était vraiment le premier système organisé, qui est le seul vrai précurseur historique de l'organisation actuelle de ce qu'on en appelle le secours à personne et l'aide médicale urgente. Malheureusement, encore une fois, comme on l'a vu avec Percy dans la diapo précédente, pour des raisons purement politiques, économiques, administratives, tout s'est arrêté en 1907 par inertie et désintérêt de l'administration. Mais en tout cas, cette époque, qui n'a pas duré très longtemps, avec Nachtel, a été le premier vrai démarrage d'une assistance urbaine organisée. Et là, vous lirez si vous avez le temps, ne vous embêtez pas à tout lire, et l'anglais ne vous est peut-être pas encore totalement familier. Mais voilà, dans un journal prestigieux de l'époque, le British Medical Journal, qui relatait une discussion entre Nachtel et un auteur anglais, Nachtel relatant son expérience new-yorkaise et expliquant à cet auteur anglais
en reprochant à cet auteur anglais de ne pas avoir cité l'expérience parisienne dans un article que cet anglais venait de faire paraître. Voilà, c'est dans l'époque, c'est une revue qui existe toujours, c'est une revue qui est toujours aussi prestigieuse, mais voilà, à la fin du 19e siècle, en 1882, un exemplaire de la revue et cet article, cette lettre de Nachtel relatant son expérience d'ambulance urbaine. Il est difficile de parler de médecine préhospitalière sans faire un arrêt, sans revenir malheureusement à une ambiance guerrière. Et c'est Solferino, Henri Dunant, la Croix-Rouge. Alors Solferino, c'est le Troisième Empire. C'est Napoléon III qui a déclaré la guerre à l'Empire austro-hongrois. La France est à nouveau en guerre. Et en 1859, il y a une bataille qui se déroule dans le nord de l'Italie, à Solferino. Une bataille absolument dramatique qui laisse sur le champ de bataille plus de 100 000 soldats des deux camps blessés, agonisants, sans aucun soin, avec des scènes absolument épouvantables et dramatiques, donc aucune assistance sanitaire réellement organisée. Henri Dunant, lui, c'est un jeune industriel suisse. Il a une trentaine d'années. Il vient à l'origine à Solferino, pas du tout par compassion ou pour rendre service. Non, il veut absolument rencontrer Napoléon III pour lui demander de la permission d'acheter des terres en Algérie. C'est un industriel. Donc il vient là pour le business. Et en fait, Henri Dunant parcourt le champ de bataille, est absolument horrifié par les scènes auxquelles il assiste, et écrit un livre qui va entraîner un bouleversement des consciences dans l'Europe de l'époque, un livre qui s'appelle Un souvenir de Solferino, qui paraît en 1862, et qui fait véritablement un choc, qui produit dans tous les pays, dans tous les responsables de ces pays-là, un véritable choc. Et c'est cet ouvrage, et c'est Henri Dunant, qui recevra en 1901 le tout premier prix Nobel de la paix. C'est cette initiative d'Henri Dunant, aidé par de nombreux amis industriels suisses à l'époque, qui amène en 1864 à la toute première convention de Genève sur les blessés et victimes de guerre, et qui amène à la création de la Croix-Rouge internationale, dont vous connaissez bien maintenant la déclinaison dans le monde entier. Croix-Rouge internationale et Croissant-Rouge international qui sont maintenant représentés dans tous les pays du monde. C'est Henri Dunant et la Croix-Rouge qui affirmaient, et la Convention de Genève, qui affirmaient maintenant les grands principes de neutralité et d'universalité des secours, qui était quelque chose de culturellement tout à fait nouveau, tout à fait novateur. Et il est évident que Solferino et Henri Dunant ont bouleversé toute la suite de la prise en charge des victimes de guerre, puis, bien entendu, vous le savez maintenant, la Croix-Rouge ayant largement étendu son action, de la prise en charge des victimes civiles des différentes catastrophes naturelles ou humaines ou technologiques dans le monde. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, dans les suites de la Croix-Rouge, d'Henri Dunant, Solferino, cette prise de conscience, a vu se développer une stratégie sanitaire beaucoup plus efficace. Et là, on a vu véritablement l'armée s'organiser avec une prise en charge des blessés sur les lieux mêmes, ce que l'on appellerait maintenant des postes médicaux avancés, des véritables hôpitaux de campagne au plus près du front, avec des évacuations médicalisées par camion, par taxi, par train, par véhicule tiré par des chevaux, mais quelque chose de très organisé, avec des colonnes d'évacuation qui étaient prêtes en retrait du front à évacuer les blessés, pour former de véritables convois sanitaires vers de grands hôpitaux que l'on appellerait maintenant les hôpitaux de l'arrière, vers lesquels les blessés étaient dirigés. Donc c'est la Première Guerre mondiale, avec toutes ces atrocités, qui a vu apparaître la première stratégie sanitaire à très grande échelle, qui finalement mettait en application avec de très gros moyens ce qu'Ambroise Paré, Larrey, Percy avaient déjà décrit et pressenti comme étant les solutions de l'avenir, donc médecine de l'avant, évacuation vers l'arrière. Les guerres, toutes les bien tristes guerres du XXe siècle ont vu se développer ces pratiques avec d'énormes progrès dans les techniques, dans les médicaments, l'apparition de solutés de remplissage qui permettaient de remplacer sur le terrain les premières transfusions sanguines qui avaient fait leur apparition lors de la Première Guerre mondiale. C'est l'apparition de respirateurs qui permettaient d'assister la respiration des victimes les plus sévères. C'est le développement des techniques d'anesthésie, donc traitement de la douleur, endormissement de la victime, du blessé. Développement d'une nouvelle spécialité, l'anesthésie-réanimation. Et puis l'apparition de l'hélicoptère, qui a été un moyen mis en œuvre dès la guerre de Corée, dès la guerre d'Indochine,
puis ensuite en Algérie et bien entendu pendant tous ces malheureux conflits du XXe siècle, qui ont considérablement modifié cette stratégie de soins de l'avant et d'évacuation vers l'arrière. Pour arriver au XXe siècle, où c'est une épidémie de poliomyélite qui était largement répandue en Europe dans les années 50, et c'est en réalité un anesthésiste danois à Copenhague qui, le premier, avait institué des ambulances de transport de ces patients atteints de poliomyélite. Et la poliomyélite, à l'époque, entraînait une défaillance respiratoire, une incapacité des patients à respirer seuls, et il y avait une mortalité extrêmement importante simplement par le transfert de patients vers les hôpitaux. Les patients mouraient d'arrêt respiratoire. Et l'anesthésiste scandinave avait institué les premières ambulances équipées de respirateurs permettant le transfert d'un patient de son domicile ou d'un lieu éloigné vers l'hôpital. Cette idée a été reprise par quelqu'un qui est resté maintenant dans les mémoires comme un précurseur des transports médicalisés, le professeur Cara à Paris, qui en 1956 a institué les premiers véhicules, les premières ambulances médicalisées permettant le transport entre des hôpitaux ou entre le domicile et l'hôpital de patients sous respirateur. Donc c'était un événement déclenché par cette épidémie de poliomyélite extrêmement sévère. Ensuite, c'est l'accidentologie routière, le drame des morts sur la route, qui était quelque chose qui préoccupait les pouvoirs publics de plus en plus, et les médecins qui ont vu à Salon-de-Provence apparaître les premières unités mobiles hospitalières, c'est-à-dire les premières équipes d'ambulance avec un médecin à bord, parfois un chirurgien, qui intervenait sur les routes, compte tenu de l'extrême mortalité dans ces années 50-60, l'extrême mortalité sur les routes de France. Donc les premières unités mobiles hospitalières, et là c'est le docteur Boré qu'il faut citer. Un premier décret en 1959 qui décrit, en 1959, l'organisation des secours aux victimes d'accidents de la route. Et puis on arrive dans les années 65-70, où l'apparition des tout premiers SAMU, donc SAMU c'est Service d'aide médicale urgente, et au tout premier SMUR, Service mobile d'urgence et de réanimation. Et là, il faut citer des hommes qui sont restés célèbres, comme les professeurs Cara, Serre et Laringue, qui ont véritablement créé ce système des SAMU et des SMUR en France. Et puis, la notion de régulation médicale, qui est maintenant quelque chose de quotidien, de routinier, qui est le fait que dans un SAMU, dans ce que vous appelez maintenant un centre 15, un médecin va vous prendre au téléphone, va essayer de comprendre ce qui se passe, va essayer d'évaluer la gravité et va décider des moyens à mettre en œuvre pour venir au plus près de la victime ou des victimes avec les moyens les plus appropriés. Vous voyez que c'est pas très très vieux, les premiers SAMU, la notion de régulation médicale n'est véritablement apparue qu'en 1976. Et il a fallu une circulaire à l'époque de Madame Veil, dont vous avez entendu parler, qui était ministre de la Santé en 1979, qui a écrit une circulaire, c'est une circulaire de la République, instituant ce que l'on appelle maintenant, et ce qui a été appelé dans cette circulaire, les centres de réception et de régulation des appels, ce qu'on appelle maintenant plus communément les centres 15. Et puis une loi de 86, qui a été une loi absolument déterminante, une loi fondatrice, une grande loi cadre, extrêmement importante, qui explique tout ce que vous connaissez actuellement sur l'aide médicale urgente et les transports sanitaires, qui a été complétée d'un décret en 87 qui extrêmement détaillé, qui précise très clairement les missions, l'organisation des unités participant à la vie des SAMU, donc au service d'aide médicale urgente, les SAMU. Les SAMU dont vous voyez le logo, l'étoile de vie en haut à droite de la diapo, avec l'étoile de vie souvent complétée par le caducée des médecins. Alors les missions du SAMU, très rapidement, brièvement, telles qu'elles étaient décrites dans les textes de loi maintenant, voilà ce que fait un SAMU, un centre 15 aujourd'hui. Il assure 24 heures sur 24 une écoute médicale permanente, déterminer, déclencher dans les meilleurs délais la réponse la mieux adaptée à la demande, s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état de santé du patient compte tenu du respect du libre choix et faire préparer son accueil, organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé,
en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transport sanitaire et veiller à l'admission du patient. Donc on voit en quelque sorte que la mission du SAMU est extrêmement complexe. Elle commence par l'écoute médicale au téléphone 24 heures sur 24. Elle essaye d'évaluer la gravité, de déterminer la situation. Donc il y a une analyse préalable qui va déclencher les secours les plus appropriés. Et il va falloir que le SAMU veille à ce que le patient, la victime, soit transporté dans les meilleures conditions du point A au point B. Et le point B devant être l'hôpital ou le plateau technique ou la clinique la plus appropriée à l'état de santé du patient. Et enfin, le SAMU, le médecin régulateur du SAMU, doit veiller à ce que l'accueil soit organisé dans les meilleures conditions. Donc c'est ce qu'on appelle inscrire le patient, la victime, dans une filière de soins, dans une trajectoire, dans un trajet complet, depuis l'appel de détresse jusqu'à l'arrivée du patient au plateau technique le plus approprié. On voit sur ce schéma très classique les différentes missions d'un SAMU Centre 15, qui part bien sûr de la régulation dans la partie haute du schéma, l'appel pour détresse au 15, la régulation par le médecin régulateur, donc c'est un médecin qui va vous prendre au téléphone. Au premier décroché du téléphone, vous aurez au téléphone ce qu'on appelle un permanencier, auxiliaire de régulation médicale, qui va faire un premier tri, qui vous passera ensuite un médecin régulateur, le médecin régulateur, qui peut décider de l'envoi d'une équipe médicalisée avec un médecin urgentiste, une infirmière, etc., qui peut envoyer un autre moyen d'évacuation, et là participent les ambulances privées, les pompiers bien entendu, qui sont des partenaires privilégiés du SAMU, et puis le médecin régulateur, vous le voyez aussi, va rechercher la place la plus adaptée, le plateau technique le plus adapté à votre situation. Les moyens disponibles sont des moyens terrestres, des moyens héliportés. Voilà, je vous laisse lire un petit peu ce schéma qui résume tout à fait bien ce qui est l'organisation actuelle du secours à personne et de l'aide médicale urgente. Alors sur le terrain, vous voyez la différence maintenant avec l'époque d'Ambroise Paré, de Larrey et de Percy. Voilà les acteurs qui vont agir sur le terrain au plus près de la victime, au plus près du blessé, donc coordonnés par le SAMU Centre 15. Alors vous allez rencontrer des médecins urgentistes ou des médecins anesthésistes réanimateurs dans les équipes de SMUR. Vous allez rencontrer des sapeurs-pompiers, alors qui disposent de très nombreux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, de VSAV, ce sont les ambulances rouges que vous croisez très régulièrement dans les rues et sur les routes, dans lesquels se trouvent des équipiers secouristes, donc des personnels, ils sont en général 3 ou 4, tous titulaires d'un diplôme de secourisme. Mais les sapeurs-pompiers peuvent également mettre à disposition des médecins, pompiers et des infirmiers dans des véhicules légers infirmiers ou des véhicules de secours médicaux que vous croisez également parfois sur les routes, souvent en appui d'une équipe du SMUR ou souvent en appui d'une équipe de secouristes. Et puis contribuent à ces actions sur le terrain les entreprises de transport sanitaire. Dans tous les départements de France, jour et nuit, un certain nombre d'entreprises de transport sanitaire sont à la disposition du SAMU pour intervenir en tant que de besoin et en fonction de la situation. Et puis enfin, dans des événements de plus grande ampleur, dans certaines catastrophes, le SAMU peut faire appel avec les pouvoirs publics à toutes les grandes associations de sécurité civile, toutes les associations agréées de sécurité civile, ce que l'on appelle plus communément les associations de secourisme. Je n'ai fait figurer ici que celles que je connais le mieux dans le département de l'Isère, mais ce sont les plus grandes associations françaises, la Croix-Rouge française, la Protection civile et la Fédération française de sauvetage et secourisme, donc 3 très grandes associations qui sont à la disposition des pouvoirs publics et des SAMU Centre 15. Et enfin, nous terminons cet exposé, ce cours sur l'organisation de la médecine préhospitalière et son histoire, simplement pour que vous connaissiez l'existence de plans de secours. Donc tout est assez bien formalisé depuis de nombreuses années et ceci a été modernisé, comme je l'ai écrit en bas, par une loi de modernisation de la sécurité civile en 2004, qui décline un certain nombre de plans de secours. Le plus connu, c'est le plan Orsec. Alors vos parents l'ont sûrement connu sous le nom de Orsec, Organisation des secours. En fait, l'appellation a changé. L'acronyme veut dire maintenant Organisation de la réponse de sécurité civile depuis 2004. Et on ne déclenche plus le plan Orsec, comme vos parents pourraient vous le dire, mais le plan Orsec est maintenant un état de veille permanent des pouvoirs publics, y compris donc des SAMU, des pompiers et des associations de secourisme.
État de veille permanent, donc les autorités, les pouvoirs publics ne déclenchent plus le plan sec, il est en permanence en veille. Et dans le plan sec, on trouve par exemple, pour ce qui concerne les soins de l'avant et l'intervention en cas de catastrophe et de nombreuses victimes, ce qu'on appelait avant le plan rouge, et les médias disent régulièrement le préfet a déclenché le plan rouge. En fait, ce plan rouge n'existe plus dans les textes officiels, on parle plutôt de plan Novi pour nombreuses victimes. Donc c'est une déclinaison particulière du plan sec. Ce plan sec se décline également en plans spécialisés. Il y a des plans de secours en montagne. Nous sommes dans un département de l'Isère où le secours en montagne est particulièrement développé et la médicalisation du secours en montagne est très développée également. Donc il y a des plans spécialisés de secours en montagne, il y a des plans spécialisés de spéléologie, en cas d'accident d'avion, en cas d'accident radiologique. Donc tout ceci sont des plans de secours spécialisés qui déclinent en détail le plan sec. Et puis enfin les hôpitaux et les cliniques, donc tous les établissements de soins ont leur propre plan de secours en cas d'afflux massif de malades ou de victimes, et c'est ce qu'on appelle les plans blancs à l'échelle d'un établissement, ou plan blanc élargi à l'échelle d'un département lorsque les autorités sanitaires et les pouvoirs publics décident de mettre en œuvre le plan blanc élargi, c'est-à-dire de faire en sorte que l'ensemble des établissements de soins soient capables, ponctuellement ou de façon durable, de recevoir un très grand nombre de malades ou de victimes. Voilà, et on va arrêter là ce panorama et ce petit historique de la médecine préhospitalière et de la médecine d'urgence préhospitalière. Bon travail.